Après la défaite de 1918, l'Allemagne entreprit discrètement la reconstruction de sa puissance militaire. Ingénieurs, techniciens et officiers, ils travaillaient faibles projets civils qu'ils dissimulaient leur véritable objectif, reconquérir leur suprématie perdue. Avec l'avènement du régime national-socialiste, toute l'industrie s'est ralliée à la machine de guerre. Ce qui avait commencé comme modernisation technique, il transformait dans une recherche fébrile de supériorité absolue, où chaque innovation devait démontrer la portée du nouveau Reich. Il Landkreuzer Rat. Il fut conçu comme une forteresse mobile de 1000 tonnes armée de canons navals. Le Focke-Wulf-Triebflügel, un chasse sans accueil, a promis d'écoller verticalement, et le Borgward 4, un réservoir télécommandé capable de attaque à distance. Étaient des projets qui combinaient audace technologie et précision industrielle, machines qu'il semblait anticiper l'avenir. Dans ils convergent le vision de l'ingénieur et l'obsession d'un État déterminé à transformer la science en pouvoir. Ce documentaire examine 20 véhicules nazis abandonnés dont la découverte a révélé l'étendue insoupçonnée du génie technique du Troisième Reich. Il Landkreuzer P-1000 Rat, il projet de la réservoir plus loin grand de la monde. Au début de 1942, dans complet confiance par le victoires initiales, Hitler a prouvé un de les projets les plus extravagants de son régime. Il Landkreuzer P-1000, connaissance comme le Rat ou Ra, fut conçu par Eduard Groth, ingénieur du consortium Krupp, qui imaginait un véhicule si gigantesque qu'il pourrait être comparé à un navire de guerre sur chenilles. Sa proposition fut formalisée le 23 juin de la même année et présentée au Führer en personne. Un char de 1000 tonnes, le plus lourd jamais conçu. Ce projet visait à allier le blindage d'un cuirassé à la mobilité d'un char d'assaut, un véhicule atterrir. Le Rat devait mesurer 35 mètres de long, près de 14 mètres de large et 11 mètres de haut, pour un poids calculé de 1000 tonnes métriques, soit plus de 5 fois celui du Rat. Maus, il le plus gros char que l'Allemagne ait réellement réussi à construire. Son armure frontale atteindrait jusqu'à d'une épaisseur de 36 cm. Elle était fabriquée en acier trempé. L'équipage prévu comptait plus de 20 hommes et aurait même pu atteindre 40, chargés du fonctionnement des moteurs, des canons, des systèmes de ventilation et des communications internes. Son apparence ressemblait à celle d'une véritable forteresse mobile. Pour déplacer une telle masse, les ingénieurs prévoyaient d'utiliser des moteurs marins, similaires aux employés des navires et des torpilleurs. 2 configurations possibles ont été envisagées, 2 moteurs, hommes de 24 cylindres, soit 8 moteurs, Daimler-Benz MB501 avec 20 cylindres, capables de générer ensemble plus de 16 000 chevaux. En théorie, le véhicule pourrait atteindre une vitesse d'environ 40 km/h, mais en pratique, aucune route ni aucun pont n'aurait pu supporter son poids. Le système comprendrait même des tubes respiratoires, semblables à ceux utilisés dans les sous-marins pour garder le moteur actif aux traverseurs des zones profondes. Aussi impressionnant que cela puisse paraître sur le papier, le déplacement réel d'une telle machine aurait été pratiquement impossible. Son armement principal serait une tourelle double, avec canon de 280 mm, les mêmes que celles embarquées sur les cuirassés de classe Gneisenau. L'un des 3 serait neutralisé. Canon d'origine du Mont Naval pour réduire le poids et gagner espace de stockage. Ces armes tireraient des projectiles explosifs et perforants capables de détruire des fortifications entières ou des chars ennemis à longue portée. De plus, le Rat serait équipé d'un canon anti-char de 128 mm, de plusieurs canons automoteurs de 15 mm et jusqu'à 8 canons anti-aériens de 20 mm montés dans des tourelles défensives. Le plan comprend également un compartiment avec 2 motos BMW R12 pour les tâches reconnaissance, un domaine médical et même une petite toilette, détail que reflétait la taille énorme de ce véhicule. L'idée est née en partie en réaction au rapport concernant les chars soviétiques KV-1 et KV-2 qui avaient surpris les forces allemandes sur le front de l'Est. Hitler, fasciné par l'idée de créer une machine invincible que imposait peur, et le pouvoir donna son feu vert au développement préliminaire. Cependant, au sein même de son gouvernement, Albert Speer, ministre de l'Armement, s'y opposa dès le départ. Il fit valoir qu'aucun système logistique ne pouvait fabriquer ni transporter un tel monstre. Malgré leurs objections, les plans furent finalisés en décembre 1942 et le nom Rat fut officiellement déposé.
Début 1943, Speer parvint finalement à faire annuler le projet. Ses raisons étaient claires. Le char serait incapable de franchir les ponts, détruirait toutes les routes qu'il emprunterait et s'embourberait sur tous les terrains. Sa taille le rendait, c'était une cible idéale pour les avions alliés, et sa vitesse théorique ne compensait pas sa vulnérabilité. De plus, aucune voie ferrée ne pouvait supporter son poids, et il n'existait pas de tunnel suffisamment large pour son transport. En pratique, il était inutilisable. Après la guerre, les documents du projet ont été retrouvés dans un bunker près de Berlin, ainsi que avec d'autres projets tout aussi irréalisables. Ainsi s'acheva l'histoire du plus grand char d'assaut jamais rêvé par l'Allemagne, une colossale fantaisie d'acier qui ne vit jamais le jour. Focke-Wulf Triebflügel et l'avion vertical. En 1944, alors que la guerre était déjà en cours penchée clairement contre l'Allemagne, le ingénieur de la société Focke-Wulf reçut des commandes pour créer un nouveau type d'avion capable de défendre l'espace aérien sans avoir recours à des pistes d'atterrissage. Les bombardements alliés avaient détruit de nombreuses bases, et il haut commande. J'avais besoin d'un aéronef capable d'écolage et atterrissage verticaux, depuis n'importe quel terrain disponible. Ce projet ambitieux fut baptisé Triebflügel, un mot allemand signifiant « aile à pompage ». Le design était tellement inhabituel que non il semblait à rien connaissance. Dans lieu de la traditionnelle, le Triebflügel avait un super rotor central mis à moitié de la fuselage. Que rotor dit doté de 3 longues pales, chacune munie à son extrémité d'un petit moteur à réaction, l'appareil était propulsé par des fusées auxiliaires. Une fois les pales suffisamment rapides, l'air actionnait les moteurs principaux, appelés statoréacteurs, qui assuraient la rotation continue du rotor. Il s'agissait d'un hybride entre un hélicoptère et un avion de chasse, un concept visionnaire pour l'époque. Dans atterrir, l'avion se reposait sur sa queue, et son corps cylindrique était renforcé par 4 nageoires en forme de croix qui servaient pour le stabiliser et contrôler son orientation. Il était doté d'une roue principale à sa base. Le train d'atterrissage était amorti, et à l'extrémité de chaque dérive, de petites roues rotatives permettaient de maintenir l'appareil en position verticale avant le décollage. Une fois l'avion en mode vol, le train d'atterrissage se repliait entièrement vers l'intérieur. Le pilote était assis à l'avant du fuselage, directement sous le rotor. De là, il contrôlait le pas des pales, ce qui déterminait la vitesse et la portance. Le carburant était stocké dans des réservoirs intégrés au fuselage et distribué par un système de tuyauterie interne au moteur situé en bout d'aile. L'un des aspects les plus novateurs de cette conception résidait dans l'absence de couple de réaction. Les statoréacteurs tournant indépendamment, ce qui éliminait le besoin d'un rotor de queue, contrairement aux hélicoptères conventionnels. Au décollage, les pales du rotor s'inclinaient pour générer une poussée verticale, soulevant l'avion comme une fusée. Une fois une certaine altitude atteinte, le pilote inclinait progressivement l'appareil jusqu'à l'horizontale. À ce moment-là, les pales fonctionnaient comme de gigantesques hélices, propulsant l'avion vers l'avant, à grande vitesse. Pour maintenir un vol en palier, l'avion devait conserver un léger angle ascendant, et c'est pourquoi les canons de nez ont été conçus avec une inclinaison compensant cette position. Et l'armement fourni était remarquable pour son taille, 2. Il était équipé de canons de 30 mm et de 2 canons de 20 mm à l'avant. S'il avait été construit, le Triebflügel aurait été capable d'attaquer des formations de bombardiers. Des alliés à courte portée, anéantissables en quelques tirs seulement. Selon les calculs, leur vitesse de pointe pourrait atteindre près de 1000 km/h. Un chiffre impressionnant pour un projet de cette époque. L'atterrissage, cependant, était la partie la plus dangereuse. Le pilote a dû réduire la vitesse, ralentir les pales du rotor et repositionner l'appareil, dans position verticale. Pendant un instant, son regard resta orienté vers île Chérie et le sol resta dehors de son champ de vision, ce qui rendait extrêmement difficile le calcul de la distance d'atterrissage. De plus, les pales rotatives bloquaient presque tous la visibilité arrière. Même le propre ingénieur Focke-Wulf a reconnu que cette manœuvre était très risquée et nécessiterait des pilotes possédant une formation exceptionnelle. Seul un modèle en bois fut construit, utilisé pour des essais en soufflerie, afin d'étudier son aérodynamisme et sa stabilité. Avant qu'un prototype fonctionnel puisse être développé, les troupes alliées occupèrent les installations et le projet fut abandonné.
Les plans et documents furent confisqués puis analysés par des ingénieurs américains. Qu'ils ont étudié le concept pendant plusieurs années, bien qu'ils ne l'ont jamais appliqué à aucun développement ultérieur. Kugelpanzer, la relique que personne ne peut expliquer. Le Kugelpanzer est l'un des projets les plus énigmatiques du Troisième Reich. Son apparence évoquait davantage une expérience qu'un véhicule de guerre, une sphère métallique dotée d'une petite trappe arrière et d'une fente d'observation à l'avant. Un seul exemplaire fut construit. Copie connaissance, et son destination terme dans mains soviétiques aux finitions le Deuxième, la Première Guerre mondiale. À ce jour, sa fonction exacte reste un sujet de débat parmi les historiens et les experts en technologie militaire. Il fut découvert en Mandchourie en 1945 lors de l'occupation par l'armée rouge des installations japonaises de Harbin et de Mukden. Parmi les véhicules capturés figurait cette machine ronde, peinte en gris et portant un numéro de série à peine visible. Les soviétiques la transférèrent au musée des blindés de Kubinka, près de Moscou, où toujours ils conservent. Son origine allemande est confirmée par ses pièces internes, qui portent des poinçons industriels du Reich, bien qu'il n'existe aucune trace officielle de son développement dans les archives de l'armée allemande. Le véhicule possédait une structure parfaitement sphérique, formée de 2 grandes roues métalliques faisant office à la fois de coque et de train de roulement. À l'arrière, une 3e roue, plus petite, servait de stabilisateur. Il mesurait environ 1,50 m de large et 1,80 m de haut, pour un poids approximatif de 1,8 tonnes. Son blindage, d'à peine 5 mm d'épaisseur, ne le protégeait que des armes légères, ce qui laisse penser qu'il n'était pas conçu pour le combat direct, mais pour tâches d'observation ou de soutien. À l'arrière se trouvait une trappe avec charnière, il assez grand pour qu'un membre d'équipage puisse entrer et s'asseoir au centre face à lui. Il y avait un judas étroit. Il comportait 2 fentes latérales pour l'observation. La direction et la vitesse étaient commandées par 2 leviers, semblables à ceux des chars légers allemands. Il n'était pas armé, bien que certains rapports mentionnent un support interne pour une radio ou un viseur optique. Le moteur, situé dans le parti arrière, était un monocylindre refroidi par air avec quelques 25 chevaux, probablement tiré d'un moto. Merci à il pouvait atteindre des vitesses comprises entre 6 et 8 km/h sur terrain plat. Les essais soviétiques ont montré que le véhicule se déplaçait de manière stable, mais qu'il était difficile à manœuvrer en pente. Son autonomie ne dépassait pas 100 km/h. Le 40 km et le système de suspension était très rudimentaire. Les roues étaient unies directement au châssis, il que causait un mouvement irrégulier sur les surfaces dures. Il n'existe aucune trace de production en série, ni de commandes officielles concernant son utilisation. Les projets expérimentaux allemands étaient généralement désignés par l'acronyme VK, mais le Kugelpanzer n'a jamais figuré sous cette classification, ce qui renforce l'idée qu'il s'agissait d'un prototype isolé. Compte tenu de sa taille et de ses caractéristiques, les experts pensent qu'il a pu être conçu comme véhicule pour l'observation, ou peut-être pour la pose de câbles de communication sous le feu ennemi-ennemi. Autre. Cette théorie l'associe aux missions de reconnaissance d'artillerie, où l'opérateur pouvait progresser en toute sécurité pour ajuster son tir. Le fait qu'il ait été découvert en Asie a alimenté les théories selon lesquelles il aurait été envoyé à l'armée impériale japonaise comme prototype technologique. Durant la guerre, l'Allemagne et le Japon ont procédé à des échanges de modèles militaires, et certains, comme les sous-marins de type 9, ont été déployés dans le Pacifique. Il est possible que le Kugelpanzer ait fait partie de ces échanges, bien que... Non, il y a preuve documentaire qu'il confirmait ni l'un ni l'autre preuve de son utilisation par les Japonais. Aujourd'hui, le Kugelpanzer demeure un mystère historique. Conservé sans restauration au musée de Kubinka, il dévoile son étrange silhouette métallique et son intérieur vide. Son origine, sa fonction et sa véritable valeur tactique restent inconnues. Dornier D au 335 Pfeil, le chasseur à 2 cœurs. Dans les dernières années de la Seconde Guerre mondiale, alors que l'Allemagne cherchait désespérément une arme capable de changer le cours du conflit, une machine aussi étrange que brillante fit son apparition. Le Dornier DO 335, surnommé Pfeil, la flèche. Son créateur, Claude Dornier, voulait réaliser l'impossible, combiner la puissance d'un avion bimoteur avec la vitesse et l'élégance d'un monomoteur. Pour ce faire, il a conçu un système unique.
un moteur à l'avant tirant l'avion et un autre à l'arrière le propulsant. Ce système, appelé système push-pull, réduisait la résistance de l'air et il éliminait le plus grand danger des avions bimoteurs traditionnels, la perte de contrôle en cas de panne d'un des moteurs. Cela échouait. Le résultat était un avion que, à simple voir, il semblait un chasse classique en apparence, mais elle dissimulait un double cœur sous son enveloppe métallique. Le premier vol, en octobre 1943, surprit même les ingénieurs. Le Pfeil atteignit des vitesses supérieures à 760 km/h, devenant ainsi l'avion le plus rapide, de piston plus loin rapide de tous. La guerre. Elle s'est déclenchée avec une rapidité impressionnante et a conservé une stabilité inhabituelle. Pour un appareil de cette taille, front à le combattant allemand plus loin connaissance, le Focke-Wulf 190 ou le Messerschmitt 109, le Do 335 était une machine d'une autre dimension. Son design était saisissant. Un long fuselage, une queue en forme de croix qui laissait la place au moteur arrière et un train d'atterrissage avec une roulette de nez rétractable, chose presque inédite dans la Luftwaffe. Le cockpit était pressurisé et dit avec un système de éjection d'urgence qui libérait l'hélice arrière avant d'éjecter le pilote, une mesure futuriste pour 1944. Le modèle principal, le Do 335A1, transportait un canon de 30 mm que tiré par l'hélice avant était central, et 2 canons de 20 mm supplémentaires étaient montés sur le capot moteur. Il pouvait également emporter des bombes, qu'il convertit dans un chasse lourd capable de frapper avec force. Des versions de reconnaissance et de chasse nocturne furent envisagées, équipées même d'un radar et d'un second membre d'équipage, mais aucune ne fut jamais produite en série. En vol, le Pfeil était impressionnant. Il pouvait distancer presque tous les ennemis et même dépasser certains en vitesse. Avions à réaction de d'abord génération, comme le vol 262 à basse altitude, est arrivé trop tard. L'Allemagne était déjà sur place. S'effondrer, les usines furent bombardées sans relâche et seules 35 unités complètes environ furent reconstruites. Aucune ne participa au combat. À la fin de la guerre, les Alliés découvrirent plusieurs exemplaires à différents stades d'assemblage. L'un d'eux, parfaitement opérationnel, fut envoyé aux États-Unis pour y être étudié. Des décennies plus tard, ce même appareil fut restauré et est aujourd'hui exposé au Musée national de l'air et de l'espace du Smithsonian, où il continue d'émerveiller les visiteurs. Le Dornier Do 335 était bien plus qu'un avion expérimental. Il représentait le dernier grand pari de l'ingénierie allemande sur les moteurs à piston. Une machine qui incarnait l'audace, l'ingéniosité et le désespoir d'une nation à l'article de la mort. Une flèche qui, bien qu'elle n'ait jamais combattu, pointait droit vers l'avenir de l'aviation. Messerschmitt Me 323 Gigant, le colosse des cieux. Au début de la Seconde Guerre mondiale, la Luftwaffe a dû relever un défi logistique monumental. Le transport des chars, camions et troupes entiers à travers de l'air. De que c'est par nécessité qu'est né l'un des transports les plus colossaux jamais construits, le Messerschmitt Me 323 Gigant. Ses origines remontent au planeur Me 321, conçu en 1940 pour appuyer l'invasion de la Grande-Bretagne, l'opération Seelöwe. Le Me 321 était un appareil doté d'immenses ailes, capable de transporter des véhicules blindés, mais sa taille le rendait presque incontrôlable. Il nécessitait 3 bombardiers Bf-110 ou un seul avion. Spécial de double le fuselage, celui du Heinkel U-111Z était prêt au décollage. La solution était évidente, l'équiper de moteurs et le convertir en avion de transport automoteur. C'est ainsi que naquit le Me 323. Il conservait la structure tubulaire en acier et le revêtement de toile du planeur, mais intégrait 6 moteurs radio français Gnome-Rhône, 14 N, 3 dans chaque aile. Grâce à elle, le Gigant pouvait transporter plus de 10 tonnes de charge utile, des chars légers Panzer, un à plusieurs véhicules utilitaires Kübelwagen. Son poste de pilotage, situé au-dessus du fuselage, accueillait 2 pilotes et un mécanicien, et un opérateur de radio. Coordonné, il poussait la configuration à 6 moteurs, exigeait une précision quasi chirurgicale. Chaque changement de puissance devait être synchronisé manuellement à l'aide d'un système complexe de leviers. Le fuselage avant s'ouvrait comme une double porte, permettant aux camions et aux provisions d'entrer directement dans la soute. Le plancher, renforcé en acier et en bois, comportait des points d'arrimage pour sécuriser le chargement pendant le vol.
Bien que sa vitesse maximale n'excédât pas 270 km/h, le Me 323 devint un ressource logistique essentiel dans le théâtre méditerranéen. Entre 1942 et 1943, ces géants ils ont maintenu fournis à l'armée de la Axe dans Tunisie, Sicile et Crète, transport de carburant, munitions et des pièces de rechange à position chaque temps plus isolées par l'avancée des Alliés. Cependant, leur taille et leur lenteur, ils se sont convertis dans cibles faciles. En avril 1943, 19 Me 323 traversant la Méditerranée entre l'Italie et la Tunisie furent interceptés par des chasseurs britanniques, Spitfire et Beaufighter. Tous furent abattus. Dès lors, les vols furent limités aux vols de nuit ou effectués sous escorte, mais les pertes restèrent élevées. Les pilotes décrivaient son pilotage comme celui d'un immeuble ailé, lent à monter, lourd dans chaque manœuvre, mais étonnamment robuste. Nombre d'entre eux rentrèrent à leur base avec un ou même deux moteurs hors service. Au total, quelques 213 exemplaires furent construits et bien que leur impact tactique fut limité, leur contribution logistique s'avéra cruciale lors des moments les plus critiques du conflit. Le Messerschmitt, Me 323 gigant, incarnait à la fois l'ambition technique comme les limitations de l'Allemagne nazie dans le guerre aérien. Était un symbole de l'effort par mètre la logistique à grande échelle grâce à la puissance de l'ingénierie. Un rappel que, dans la guerre moderne, le ravitaillement peut être aussi décisif que le combat. Panzerkampfwagen 8 Maus, Forterezza Rullante. Dans les ateliers Porsche, à la périphérie de Stuttgart, tout a commencé à être conçu un véhicule. Elle ressemblait davantage à une expérience d'ingénierie qu'à une arme de guerre. Baptisé Panzerkampfwagen 8 Maus, sa simple présence défiait les limites de la mécanique terrestre. Pesant 188 tonnes et mesurant près de 11 mètres de long, elle était plus imposante que la plupart des engins de ce type. Que c'était un autobus urbain, aussi haut qu'une maison à 2 étages, son blindage frontal de 240 mm en faisait, en théorie, un adversaire invulnérable. La conception fut partagée entre deux géants de l'industrie allemande. Porsche KG se chargea du système de propulsion et du châssis, tandis que Krupp fabriqua la tourelle et le blindage. Dès le départ, chaque élément représentait un problème nouveau. Non, il existait grues capables de soulever-le, ni de ponts capables de supporter leur poids. Les chaînes ont dû être renforcées avec de l'acier spécial, et la suspension, conçue de toutes pièces, pouvait à peine déplacer cette masse colossale. Pour l'encourager, il choisit un moteur, le Daimler-Benz MB 509, un moteur à 12 cylindres développant 1080 chevaux, était dérivé des moteurs d'avions allemands. Alimentait un générateur qui, à son tour, fournit énergie à 2 moteurs électriques, un système par voie. Ce système, appelé entraînement électrique, permettait un contrôle plus souple et plus précis que les transmissions mécaniques traditionnelles, mais il alourdissait considérablement le véhicule et provoquait des pannes dues à la surchauffe. Plus tard, une version diesel, la MB 517, fut testée dans le but d'accroître l'autonomie, bien que jamais il utilisé au combat. Sa tourelle, une structure pesant plus de 50 tonnes, était montée un canon majeur de 128. Le canon KWK 44L55 était capable de détruire n'importe quel char allié à plus de 2 km de distance. Il était complété par un canon secondaire de 75 mm pour les cibles légères et une mitrailleuse MG34 pour la défense rapprochée. À l'intérieur, l'espace était suffocant. 6 membres d'équipage partageaient un compartiment clos et bruyant, équipé de ventilateurs à air forcé pour évacuer les gaz d'échappement et les tirs. En 1943, les 2 premiers prototypes furent assemblés. Krupp fabriqua les tourelles à Essen, tandis qu'Alket, à Berlin, travaillait sur le châssis. Les bombardements alliés retardèrent le programme, et le premier prototype fut achevé sans tourelle. Le second, entièrement armé, fut transporté au champ de tir de Böblingen. Les essais confirmèrent une évidence. Le Maus était certes quasiment indestructible, mais inutilisable hors des pistes d'essai. Sa vitesse n'était pas à la hauteur. Dépassait le 20 km/h et aucun pont pourrait pour supporter son poids. Même les chemins de fer ne pouvaient pas le transporter sans modification spéciale. Début 1944, alors que la guerre tournait au désavantage de l'Allemagne, le ministère de l'Armement ordonna l'arrêt du projet.
Les 2 prototypes furent partiellement détruits. Évités sont capturés, mais le troupe soviétique rétablit le reste et ils ont envoyé à Moscou. Sur le site d'essai de Kubinka, des ingénieurs de l'Armée rouge, ils ont reconstruit un Umaus unique, combinant le châssis de l'un avec la tourelle de l'autre. Aujourd'hui, ce gigantesque relique est l'exposition dans le musée de chars de Kubinka, où sont les masses et leur silence racontent une histoire d'ambition débridée. Fiesler Fi 103R Reichenberg. Il vole sans retour. Le Fieseler Fi 103R était une version habitée du missile V1, développé par la société Fieseler en 1944 sous la supervision du commandement des essais de Cassel. La cellule du V1 fut modifiée pour inclure un petit cockpit à l'avant doté de commandes rudimentaires et d'un pare-brise métallique. Non, il existait formé de atterrissage. L'appareil devrait être lancé depuis Hilaire. Couplet faible, le fuselage d'un bombardier Heinkel E-111 et son pilote ne disposait que d'un seul parachute. Papier, je devrais guider le missile jusqu'à but contre navire ou des positions alliées et en théorie sauter quelques secondes avant l'impact. Le programme fut organisé sous le nom de Leonidas Staffel, en hommage au guerrier spartiate. Son promoteur était le pilote de preuve Anna Reich, OMS. Il a participé directement au développement et a prouvé quelques prototypes d'envol. Propre, Werner Baumbach, expert dans missions spéciales de la Luftwaffe, le soutient au commencé, bien qu'il prit rapidement conscience des risques extrêmes que représentait le projet. Les premiers essais furent réalisés avec des versions non motorisées, furent lancées à moyenne altitude pour tester la stabilité. Le résultat fut instable. Le petit fuselage vibrait violemment et le contrôle était facilement perdu lors des tentatives de correction de trajectoire. À plusieurs reprises, les pilotes d'essai parvinrent de justesse à s'éjecter avant que l'appareil ne s'écrase. Sur la base de ces observations, 4 versions différentes furent construites désignées Reichenberg-Mehmet à Reichenberg 4. Les 3 premières étaient des modèles d'entraînement, tandis que la dernière, la 4e, était le attaque. L'espace intérieur était minimum. Un siège, un commande pour l'accélérateur et un petit tableau de bord avec jauge. De chaque côté du pilote se trouvait le système d'alimentation en carburant. Nourri, moteur à impulsion, identique au de la V1. Un temps sûr, bruit était assourdissant et les vibrations pourraient casser le outil. Le instructeur, ils ont expliqué que, dans cas de urgence, l'éjection en parachute était pratiquement impossible, car le flux d'air à grande vitesse empêchait quiconque de quitter la cabine. Malgré ces difficultés, la production se poursuivit dans une usine souterraine à Dannenberg, où il assemblait plus loin de 170 unités. Les techniciens allemands espéraient utiliser le Reichenberg contre les navires alliés, pendant l'avancée en Normandie, mais jamais arrivés à utiliser dans combat. Le contrôle. Les supérieurs de la Luftwaffe, dont Adolf Galland, jugeaient l'idée inefficace et moralement inacceptable. Même Hitler aurait hésité à autoriser une arme suicide, estimant qu'un tel sacrifice devait être exclu du modèle allemand de discipline militaire. Aux alentours de mars 1945, le projet fut suspendu. Les appareils achevés furent entreposés sans être utilisés, et nombre d'entre eux furent détruits par les bombardements. Lorsque les troupes alliées occupèrent l'Allemagne, elles découvrirent plusieurs exemplaires intacts dans les hangars d'essai. Certains furent envoyés à Angleterre et à États-Adhésion pour son analyse avec missiles V1 et V2. L'un des rares Reichenberg survivants, est visible aujourd'hui dans le musée de la Royal Air Force à Londres. Un autre exemplaire, partiellement restauré, est exposé au Musée national de l'air et de l'espace du Smithsonian, où il est présenté aux côtés d'un V, un standard pour illustrer la transformation du projectile en un aéronef rudimentaire. Sturmtiger, le marteau des ruines. En 1943, alors que les villes européennes étaient devenues des champs de bataille, le commandement allemand recherchait un véhicule capable de détruire des fortifications entières d'un seul tir. C'est ainsi que naquit le Sturmtiger, un lance-roquette monté sur un canon. Il châssis de la célèbre Tigre Proie. Sa fonction était d'accompagner à l'infanterie dans batailles urbaines et ouvrir passer entre bâtiments résilients. Le projet débuta après l'échec de l'assaut sur Stalingrad, où les blindés standards se révélèrent incapables de pénétrer les positions fortifiées.
Les ingénieurs de Henschel et Halkett adaptèrent le châssis du Tiger Pre, remplaçant sa tourelle d'origine par une superstructure blindée de plus de 15 cm d'épaisseur. Un canon naval modifié, le Raketenwerfer 61, capable de tirer des obus de 380 mm pesant plus de 300 kg, fut installé à l'avant. Cette arme était propulsée par fusée. Chaque tir générait une puissante onde de choc, que le véhicule dit avec un mécanisme de ventilation pour expulser le gaz avant de peu porter le suivant. Les munitions sont gardées dans compartiments internes et ils chargés manuellement avec le à l'aide d'une petite grue installée sur le toit. Le Sturmtiger conservait le moteur et la suspension du Tiger Pre-Metz, ce qui lui conférait une mobilité raisonnable malgré son poids considérable. À l'intérieur, l'équipage était composé de par 5 hommes, un pilote, un tireur, un chargeur, un opérateur radio et un chef de char. La visibilité était réduite et la chaleur dégagée par le lance-roquettes rendait les conditions à bord extrêmes. Malgré cela, ces équipages le considéraient plus sûr que les chars conventionnels grâce à son blindage frontal quasi impénétrable. Les premiers exemplaires furent achevés durant l'été 1944. Au total, 18 furent fabriqués. Unités, tous destinés à petit détachement à pelle. La compagnie Sturmtiger connut son baptême du feu lors de l'insurrection de Varsovie, où elle fut employée pour raser les positions des insurgés polonais. Selon les rapports de l'époque, quelques tirs suffisaient à réduire un immeuble de plusieurs étages en ruine. Après Varsovie, les Sturmtiger furent déployés au front, occidental, en particulier pendant le offensant de le Ardennes. Là-bas, ils ont agi plus loin. Ils étaient davantage utilisés comme pièces d'artillerie mobile que comme chars d'assaut. Le terrain montagneux et les conditions hivernales entravaient leur déplacement, et les pénuries de carburant limitaient leur utilisation à des missions de courte durée. Nombre d'entre eux furent abandonnés ou détruits par leurs propres équipages pour éviter d'être capturés. Le Sturmtiger se démarquait par son pouvoir, bien que son rare sa cadence de tir, la quantité limitée de munitions et son énorme taille réduit son efficacité. À la fin du conflit, seules quelques unités ont survécu, dont l'une est aujourd'hui conservée à le musée de Münster, en Allemagne. Jagdtiger, le monstrueux chasseur de chars allemand qui a failli s'autodétruire. Le Jagdtiger était le plus grand véhicule de combat qui arrivait à fonctionner pendant la Seconde Guerre mondiale. Basé sur le châssis du Tigre II et armé avec un canon de 128 d'une épaisseur de quelques millimètres, ce chasseur de chars, pesant plus de 70 tonnes, alliait une puissance extrême à une fragilité constante. Son blindage frontal, de plus loin de 20 cm, résistait presque n'importe lequel l'impact était redoutable, et son canon pouvait détruire un char ennemi à plusieurs kilomètres de distance. C'était le véhicule le plus lourd à avoir réellement combattu, juste derrière le Maus, qui n'a jamais été engagé au combat. Le développement commença en 1943, alors que l'on recherchait un chasseur de chars capable de stopper l'avancée des chars alliés sur tous les fronts. Henschel construisit le châssis et Krupp fabriqua la superstructure fixe, remplaçant la tourelle rotative du Tiger par un bloc blindé intégrant le canon principal. Cette conception améliorait la protection, mais limitait également l'angle de tir, obligeant à déplacer l'ensemble du véhicule pour viser latéralement. Sa puissance de feu était dévastatrice, bien que sa taille le rendît difficile à dissimuler. À l'intérieur, l'espace était réduit au minimum. L'équipage de 6 hommes travaillait dans la chaleur du moteur et le vacarme assourdissant des tirs. Chaque tir générait une onde de recul si puissante que les mécanismes internes nécessitaient un entretien constant. Les engrenages de la transmission cassaient facilement et les chenilles avaient tendance à se détacher dans les virages serrés. Sur terrain meuble, le véhicule pouvait s'embourber en quelques minutes. Malgré ses limites, la production a commencé dans 1944. Le attentat à la bombe alliée. Les pénuries de production et de matériaux ont réduit la production à environ 70 unités, principalement affectées aux 653 et 512 bataillons. Ces chasseurs de chars entrèrent en service à la fin de la même année, d'abord sur le front de l'Est, puis sur le front de l'Ouest. Leurs performances furent inégales. Ils pouvaient détruire n'importe quel véhicule blindé. Ennemis, mais son lenteur et leurs problèmes mécaniques les rendaient vulnérables avant même qu'ils puissent faire feu. Lors de l'offensive des Ardennes, de nombreux Jagdtiger tombèrent en panne avant même d'entrer en combat. D'autres furent abandonnés.
soit détruits pour empêcher leur capture. Sur le front, ils agissaient davantage comme des forts mobiles. Leurs canons étaient dévastateurs, mais leur rare maniabilité et l'énorme leur poids les empêchaient de se déplacer efficacement, notamment en zone urbaine ou sur les routes endommagées. À la fin de la guerre, le manque de pièces détachées et de carburant laissa de nombreux Jagdtiger à l'abandon. Certains étaient envoyés à musées, comme le de Bovington et Münster, où elles sont préservées comme exemple des limites techniques atteintes par l'ingénierie allemande. Volkswagen Schwimmwagen, il voiture qu'il flottait. La Volkswagen Schwimmwagen était-il véhicule amphibie plus loin produit de la Seconde Guerre mondiale. Conçue par Ferdinand Porsche en 1941, elle alliait la légèreté de la Kübelwagen avec une structure capable de se déplacer aussi bien sur terre que sur l'eau. Son apparence. Je me suis souvenu d'un petit véhicule tout-terrain avec lignes arrondies et un hélice pliant dans la partie arrière. Elle devint un moyen essentiel de reconnaissance et de transport sur des terrains où les autres véhicules étaient immobilisés. Le développement a commencé lorsque l'armée allemande recherchait une voiture polyvalente capable de franchir des rivières sans avoir besoin de ponts soit péniches. A pour commencer de la châssis de la Volkswagen Gar 82 Kübelwagen, les ingénieurs de l'usine de Stuttgart ont construit les premiers prototypes, appelés Type 128. Ils étaient plus longs et plus lourds, mais ils ont coulé, avec facilité. Après, à partir de nombreux tests, la taille du cadre a été réduite. Joint complètement, la carrosserie fut dessinée et la Type 166 vit le jour, version définitive qui entra en production en 1942. La Schwimmwagen était équipée d'une transmission intégrale. Possibilité de l'essieu avant était démontable au besoin. Le moteur, situé à l'arrière, était un 4 cylindres d'un peu plus d'1 litre, le même que celui de la Volkswagen Coccinelle. Sur terre, il pouvait atteindre une vitesse d'environ 90 km/h et sur l'eau, il se déplaçait à environ 10 km/h grâce à une hélice actionnée manuellement par le moteur. Pour manœuvrer sur l'eau, le conducteur utilisait les roues avant comme gouvernail, ce qui lui conférait une bonne maniabilité et un bon contrôle sur les rivières et les canaux calmes. Le casque étanche a été fabriqué de acier pressage et avait une conception courbée qui a aidé pour maintenir la flottabilité. Les sièges étaient simples et l'instrumentation se limitait à un compteur de vitesse et un indicateur. De carburant. Dans le parti plus tard, ils ont placé des outils, une pelle et un crochet pour remorquer des caravanes légères ou de petites embarcations. Ce n'était pas un véhicule confortable, mais il s'est avéré extraordinairement utile. Les troupes l'utilisaient pour transporter des messagers, des officiers ou du matériel radio dans les zones marécageuses ou sur les routes détruites par les bombardements. Pendant la guerre, la production atteint plus loin de 15 000 exemplaires furent produits, la plupart fabriqués dans les usines de Wolfsburg et de Stuttgart. La Wehrmacht l'utilisa principalement sur le front de l'Est, où la pluie et les dégels ils se sont convertis, ils empruntaient des chemins boueux, impraticables pour les camions classiques. On les a également vus en Afrique et en Italie, où leur capacité amphibie leur permettait de franchir des rivières sans attendre de renfort du génie. Chaque division de reconnaissance en comptait généralement plusieurs. De ces véhicules qui servirent à la fois aux missions d'exploration et de liaison. La Schwimmwagen était réputée pour sa simplicité et sa fiabilité. Après la guerre, plusieurs exemplaires ont été acquis par des particuliers ou intégrés à des musées, comme le musée de l'automobile Volkswagen. De Wolfsburg, où il est aujourd'hui préservé comme l'un des véhicules les plus polyvalents de son époque. DKF 2 Kettenkrad, la moto qui marchait sur des chenilles. Officiellement désigné Kettenkrad HK 101, le Kettenkrad était l'un des véhicules les plus originaux de l'armée allemande. Sa conception hybride, combinant une roue avant et un système de chenilles arrière, lui conférait une mobilité exceptionnelle dans la boue, la neige ou le sable. Grâce à sa taille compacte et à son excellente traction, il pouvait franchir des terrains où les camions et les chars s'enlisaient. Sa conception remonte à 1939, à l'usine NSU Motorenwerke AG de Neckarsulm. L'ingénieur Heinrich Ernst Knipkamp développa un prototype destiné au remorquage de planeurs et d'artillerie légère. Son moteur 4 cylindres, le même que celui de l'Opel Olympia, développait 36 chevaux et lui permettait d'atteindre environ 70 km/h sur route, une vitesse inhabituelle pour un véhicule chenillé. Bien qu'initialement conçu pour un usage aérien, sa polyvalence
Appelé le l'armée a attiré son attention et l'a adopté comme véhicule tactique pour tout type de terrain. Le châssis construit avec acier pressage et un système de suspension de barre de le châssis à poutre de torsion était dérivé de celui des chars légers. Il pesait environ 1,2 tonnes et pouvait transporter jusqu'à 3 occupants. La direction s'effectuait à l'aide du guidon, mais dans les virages serrés, un système de freinage différentiel permettait de faire tourner les chenilles dans des directions opposées. Sur les premiers modèles, la roue avant pouvait être entièrement retirée afin d'améliorer la maniabilité dans la boue ou la neige, une caractéristique conservée tout au long de sa production. Pendant le guerre, il Kettenkrad était utilisé dans presque tout le front. Les parachutistes l'utilisaient pour remorquer de l'artillerie légère ou transporter des vivres depuis les zones d'atterrissage. Sur le front de l'Est, il servait au transport de munitions et à l'évacuation des blessés. Chemin détruit soit faible tempête de neige. Dans Afrique et dans les Balkans, sa taille compacte le rendait idéal pour les missions de reconnaissance. Il était également courant sur les aérodromes, où il était utilisé pour remorquer avions Messerschmitt Bf 109 et Focke-Wulf Fv 190 sur la piste. Production de masse a commencé dans 1940 et continue jusqu'à 1945. Ils ont fabriqué autour de 8000 unités, d'abord dans l'usine de NSU Motorenwerk et plus loin en retard dans Stouwerwerk à Stettin. Au fil de la guerre, des versions simplifiées furent introduites, avec moins d'éléments chromés et une finition plus robuste. Le modèle final, désigné HK, la 102 conservait la même structure de base, mais avec des ajustements visant à faciliter l'entretien et à réduire les coûts. C'était un véhicule très apprécié pour sa fiabilité. Il consommait peu de carburant. Avec son carburant, il pouvait remorquer jusqu'à une demi-tonne et franchir les terrains où se trouvèrent les chars. Piégé. Après la guerre, le Kettenkrad continua d'être utilisé à des fins civiles et agricoles, et de nombreux exemplaires furent exportés ou restaurés. Aujourd'hui, on peut l'admirer dans des musées et des collections privées, symbole de la fiabilité mécanique allemande. BMW R75 avec sidecar, le moto de 3 roues de l'affront. En 1941, la firme allemande BMW Motorrad a présenté un moto destiné à redéfinir la mobilité de l'armée allemande, la BMW R75. Conçue pendant la Seconde Guerre mondiale pour répondre aux exigences rigoureuses de la Wehrmacht, la R75 alliait la vitesse d'une moto à la stabilité d'un véhicule tout-terrain. Sa caractéristique la plus distinctive. L'une de ses caractéristiques distinctives était le sidecar à 4 roues motrices, un système qui transmettait la puissance aux 3 roues et permettait de se déplacer sur la neige, la boue ou le sable avec une sécurité sans précédent. Ce projet est né de l'expérience de la Première Guerre mondiale, durant laquelle les motos conventionnelles s'étaient révélées inefficaces en tout terrain. En 1938, BMW a lancé son modèle civil R71 et il transformait par complet. Incorporé un L était équipé d'un moteur bicylindre à plat de 745 cm3 refroidi par air, développant 26 chevaux. Grâce à ce moteur, elle pouvait atteindre 95 km/h, dans route et sur montée boucle d'oreille qui immobilisait les autres véhicules. Sa boîte de vitesses à 4 rapports avec réducteur permettait de passer du mode route au mode tout-terrain. Et son autonomie allant jusqu'à 250 km en faisait un moyen idéal pour l'exploration, la liaison et la patrouille. Loin d'être un simple ajout, le sidecar était un élément structurel de la machine. Il intégrait sa propre transmission reliée à l'essieu arrière, des freins indépendants et un différentiel autobloquant qui améliorait la traction dans les virages ou sur les surfaces instables. Depuis le sidecar, un passager pouvait actionner une mitrailleuse MG-34 ou MG-42, transformant ainsi la moto dans un petit plateforme de combat mobile. Il châssis tubulaire de acier, le sa suspension avant télescopique et ses pneus larges lui conféraient une robustesse exceptionnelle. Sa charge utile atteignait 270 kg, suffisante pour transporter des munitions, des outils ou du carburant. Certaines versions étaient équipées de filtres à air tropicalisés, de porte-jerrycan ou de porte-ski, et même de radiateurs adaptés au désert nord-africain. Entre 1941 et 1944, BMW a fabriqué environ 16 500 exemplaires de la R75, alors que la société concurrente Zundap produisait le KS 750, aux performances quasi identiques.
Les deux entreprises partageaient des composants afin de simplifier la maintenance. Dans campagne, un précurseur de la standardisation militaire, la BMW R75 fut réutilisée par les armées alliées ou convertie pour un usage civil après la guerre. Sa conception servit de modèle direct aux motos soviétiques Ural et Dnepr, qui conservèrent son architecture mécanique pendant des décennies. Aujourd'hui, la BMW R75 symbolise l'union de l'ingénierie de précision et des impératifs militaires. Une machine conçue pour la guerre qui a fini par façonner l'évolution du motocyclisme tout-terrain. Blohm & Voss BV-141, l'avion asymétrique de la Luftwaffe. Parmi les nombreux projets expérimentaux du Troisième Reich, rares étaient ceux aussi déconcertants que le Blohm & Voss BV-141, un avion de reconnaissance dont la conception bousculait toutes les règles de symétrie aéronautique. Imaginé à la fin des années 1930, il présentait une structure unique. Le moteur et le fuselage principal étaient situés à gauche, tandis que le poste d'observation entièrement vitré s'étendait latéralement vers la droite. Cette disposition originale n'était pas un caprice esthétique, mais une solution technique permettant d'offrir à l'observateur un champ de vision à 360 degrés, sans obstruction par le moteur ni les ailes. L'origine du projet remonte à 1937, quand le ministère de la Air de la Reich soucieux un nouvel avion de reconnaissance tactique et de liaison. L'ingénieur Richard Vogt, de la société Blohm & Voss, a présenté un concept asymétrique qui défiait les conventions aérodynamiques. Vogt estimait que, si la structure était correctement équilibrée, l'avion pourrait voler avec la même stabilité qu'un appareil conventionnel, mais avec une visibilité inégalée. Sa proposition était en concurrence avec le Focke-Wulf 189, bien qu'enfin je serais ce dernier il préféré par la Luftwaffe en raison de sa production plus simple et de la disponibilité des moteurs. Le premier prototype, désigné BV-141V1, effectua son vol inaugural en février 1938, propulsé par un moteur radial BMW 132N à 9 cylindres, développant 865 chevaux. Contre toute attente, l'appareil fit preuve d'un comportement équilibré et d'une excellente maniabilité. Le pilote était placé à gauche de l'aile, près du moteur. À droite, dans la nacelle vitrée, se trouvaient le mitrailleur et l'observateur. La visibilité vers le bas et sur les flancs était excellente, idéale pour la reconnaissance photographique. Les pilotes de preuve, ils étaient d'accord dans lequel l'asymétrie était à peine perceptible en vol. Encouragés par ces résultats, les ingénieurs développèrent la série BV-141A, en apportant des améliorations à l'armement et aux commandes de vol. Cependant, la pénurie de moteurs BMW 132, destinés aux bombardiers et aux avions de transport prioritaires, imposa une refonte de l'appareil. C'est ainsi que naquit le BV-141A, le BV-141B, équipé avec le nouveau BMW 801 de 1560 chevaux. Ce moteur plus loin. La version la plus puissante était aussi plus lourde, l'aile a donc été modifiée et il allongeait le doublet dans de formes en H pour l'équilibre. Bien que les tests aient confirmé sa stabilité, les vibrations et le poids excessif ont compliqué la production. Au total, une vingtaine d'exemplaires furent construits, prototypes compris. L'appareil atteignait une vitesse maximale de 370 km/h et un plafond opérationnel de 10 000 mètres. Doté d'une autonomie de 1200 km, armé d'une mitrailleuse fixe dans le nez, d'une autre mobile à l'arrière et de petites bombes sous les ailes, il remplit efficacement sa fonction, bien qu'il n'ait jamais été produit en série. Le BV-141 était annulé dans 1943, victime de la pénurie de moteurs et de la préférence par des conceptions plus conventionnelles. Aucun n'a survécu intact à la fin de la guerre, mais son audace technique en a fait un symbole de l'ingéniosité expérimentale allemande. Aujourd'hui encore, on se souvient d'elle comme de l'une des machines les plus étranges et visionnaires de l'aviation militaire du XXe siècle. Henschel HS 129, l'avion que il chassait char. Le Henschel HS 129 fut le premier avion allemand conçu exclusivement pour attaquer les véhicules blindés. Son apparence compacte et robuste, avec un cockpit réduit et un blindage frontal, lui donnait davantage l'allure d'un char volant que d'un chasseur conventionnel. Il répondait aux besoins de la Luftwaffe de disposer d'un appareil capable de détruire les blindés. Des colonnes de chars soviétiques avec précision. Le projet a débuté en 1937,
lorsque le ministère de Air lançait un appel à candidature pour un avion de accident vasculaire cérébral à atterrir spécialisé. La société Henschel, connue pour ses trains et machineries industrielles, présentait une conception avec 2 moteurs et une cabine renforcée. L'idée était simple, un avion résistant, facile de garder et suffisamment puissant pour emporter un armement lourd. Le premier prototype effectua son vol inaugural en 1939, mais les premiers essais révélèrent plusieurs problèmes. Les moteurs Argus As 410, ne développant que 465 chevaux, étaient peu puissants et causaient de fréquentes pannes mécaniques. De plus, la visibilité depuis le cockpit était mauvaise, ce qui compliquait les manœuvres à basse altitude. Après la défaite de la France, l'Allemagne obtint les moteurs Gnome-Rhône 14M de fabrication française et les adapta à la conception originale. La nouvelle version, désignée HS-129B, offrait des performances et une fiabilité accrue. La production commença en 1942 et les premiers exemplaires furent déployés sur le front de l'Est. Sa cellule était recouverte de plaques d'acier blindées, protégeant le pilote des tirs de DCA légères et des éclats d'obus. Lors des premiers combats, l'appareil fit preuve d'une précision remarquable lors des attaques contre les colonnes soviétiques, bien qu'il restât vulnérable aux chasseurs ennemis. Le HS-129 connut plusieurs modèles selon son armement. Les versions initiales étaient équipées de canons de 20 et 30 mm suffisants contre les véhicules légers. Cependant, avec l'apparition des chars T-34 et K-1, la version B3 fut développée, dotée d'un canon BK 7,5 de 75 mm, dérivé du canon anti-char PAK-40. Cet énorme canon, monté sous le fuselage, faisait du HS-129 l'un des avions les plus lourdement armés de la guerre. Sa puissance de feu était impressionnante, mais le poids de l'armement réduisait la maniabilité et exigeait une grande habileté du pilote. Le cockpit, exigu, ne comportait que les instruments essentiels. Le pare-brise était en verre blindé et le siège était situé à l'intérieur d'une capsule métallique. La visibilité vers les flancs était minime et le pilote dépendait de la canonnier, soit de son propre intuition, pour esquivant les attaques. Malgré cela, beaucoup le considéraient comme un avion résistant, capable de revenir à base avec des impacts qui auraient détruit d'autres appareils. En opération, le HS-129 a été principalement utilisé sur le front de l'Est, où il a été surnommé le chasseur de chars. Il a également été engagé en Tunisie en soutien à l'Africa Corps. Le corps des Marines, malgré les conditions désertiques et la pénurie de pièces détachées, a limité son efficacité. Les pilotes allemands qui l'ont piloté ont loué sa précision, mais ont également noté ses défauts: manque de puissance, faible vitesse ascensionnelle et vulnérabilité face aux chasseurs alliés. La production totale a à peine dépassé 800 exemplaires, un nombre faible comparé aux besoins de l'Allemagne. Front. Dans 1944, avec les ressources rares face à la détérioration de la situation militaire, le programme fut annulé. Certains appareils ont survécu jusqu'aux derniers mois du conflit. Employés par le Luftwaffe dans mission de soutien désespéré, aucune copie du HS-129 il conservé complet, mais ce modèle a marqué l'origine des futurs avions d'attaque au sol. Porsche TP64 est l'origine de la lignée. En 1938, à l'approche de la course Berlin-Rome, conçue comme une importante opération de propagande, Ferdinand Porsche développa un véhicule alliant légèreté et aérodynamisme. Son objectif était de démontrer le savoir-faire de l'ingénierie allemande et de servir de vitrine au projet Volkswagen naissant. De ce travail naquit la Type 64, une voiture en aluminium considérée comme le point de départ de Sportif Porsche. Le design a été développé au sein du bureau Porsche, sur la base de plans de la Volkswagen Gar 60, précurseur de la future coccinelle. Le nom du modèle reflétait son lien avec la Volkswagen d'origine. Type 6410 faisait référence au fait que sa 10e carrosserie était dérivée de ce premier modèle. Nombre de ces pièces provenaient de la Volkswagen 38, le premier prototype de la voiture du front du travail allemand. Châssis, renforcé pour ours pluvieux vitesse. Le moteur fut modifié pour développer environ 40 chevaux, lui permettant d'atteindre une vitesse d'environ 160 km/h. Il s'agissait d'un moteur 4 cylindres à plat, monté à l'arrière. Et compact, une configuration que années plus loin en retard, je reviendrai caractéristique de la marque.
La cabine était exiguë, avec seulement 2 sièges et un intérieur extrêmement simple. Conçue exclusivement pour la course, la carrosserie en aluminium était fabriquée par l'entreprise Reuter de Stuttgart, qui avait déjà collaboré avec Porsche sur les premières Volkswagen. Elle était entièrement moulée à la main et testée en soufflerie afin d'optimiser l'aérodynamisme. Le résultat était une voiture faible et allongée, avec le mesure de roue couvert et un pare-brise incurvé qui préfigurait les lignes de Le Avenir modèle. Bien que son apparence rappelait celle d'un coupé fermé, tout en conservant des caractéristiques de la coccinelle, notamment à l'avant, ce qui a facilité son homologation pour la course prévue. Le projet avait un objectif clair, participer à la course Berlin-Rome, prévue en septembre 1939. L'événement devait permettre de présenter au monde entier les progrès de l'industrie automobile allemande et la puissance de ses véhicules. Embargo impopulaire de la guerre a empêché la tenue du concours. Malgré cela, 3 exemplaires de Type 1 ont été construits, 64 avant de la conflit. Le d'abord était détruit dans le d'abord mois du conflit, tandis que les 2 autres restaient entre les mains de la famille Porsche. L'un était stocké et l'autre servait au transfert entre les usines de Zuffenhausen, Wolfsburg et Berlin. En 1945, lorsque les troupes alliées atteignirent l'Autriche, des soldats américains découvrirent la voiture qui avait été entreposée. Ils en découpèrent le toit et l'utilisèrent pendant des semaines comme véhicule de loisirs, jusqu'à ce que le moteur soit endommagé et qu'elle soit finalement mise à la casse. L'autre exemplaire, appartenant à Ferry Porsche, survécut à la fin de la guerre. 2 ans plus tard, il fut restauré par Battista Farina. Il design italien qu'il dirigera plus tard Pininfarina. Avec cette même voiture, Ferry Porsche participa à diverses expositions et compétitions locales, jusqu'à ce qu'il la vende en 1949 au motocycliste Otto Maté, qu'il dirigeait dans plusieurs courses et gagnait avec il le Alpin Rallier de 1950. Maté conservé. La voiture est restée en sa possession jusqu'à sa mort en 1995, puis a été acquise par le collectionneur autrichien Thomas Gruber, spécialisé dans les modèles Porsche. Le spécimen survivant Ilha, montré dans musées et ventes aux enchères de tous le monde. Dans sa vente était prévue pour 2019 lors de la Monterey Car Week, avec un prix estimé à plus de 20 millions de dollars, mais la vente aux enchères a été annulée en raison d'un problème technique. L'autre véhicule, perdu pendant la guerre, a été reconstruit des années plus tard avec des pièces récupérées et est désormais exposé au Petersen Automotive Museum de Los Angeles. Tous 2 partageaient la même structure légère, un moteur arrière et une conception pensée pour la vitesse. Sa création a marqué le moment précis où l'ingénierie de Ferdinand Porsche est passée de la Volkswagen, voiture de tous les jours, à un concept purement sportif. La Type 64 est toujours conservée au musée Porsche de Stuttgart avec sa peinture métallisée d'origine, comme la voiture qui a donné naissance à l'une des lignes les plus emblématiques de l'histoire automobile. Junkers Ju-87 Stuka, le bombardier hurlant. Le Junkers Ju-87, plus connu sous le nom de Stuka, était le bombardier en piqué le plus redouté de la Seconde Guerre mondiale. Guerre-monde. Conçu par Hermann Pohlmann à milieu de l'année 30, il devint le symbole de la Blitzkrieg, la tactique allemande d'attaque rapide et coordonnée. Sa structure en forme d'aile de mouette inversée et les sirènes montées dessus, le train d'atterrissage le rendait indubitable. Le prototype effectua son premier vol en 1935, propulsé par un moteur Junkers Jumo 210. Dès le départ, l'objectif était de créer un avion capable de larguer des bombes avec une grande précision. Le Stuka descendait presque à la verticale, larguait sa charge utile et remontait grâce à un système automatique qui empêchait